Donc la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, c'est de savoir si on est pour ou contre l'avortement, si j'ai bien compris. Et donc en ce qui me concerne, évidemment, je suis opposé en tous les cas à l'automatisme que l'on a instauré concernant l'avortement, pour des raisons multiples. D'abord parce que je suis pour le droit à la vie. Je suis également opposé à la peine de mort. Donc j'estime qu'aucun être humain n'a droit de vie ou de mort sur un autre être humain. Le problème qu'on a obtenu maintenant avec cette automatisation de l'avortement, c'est que c'est environ, je crois, 200 à 250 000 bébés qui sont évacués, éliminés, détruits chaque année en France, ce qui représente pour moi un holocauste invisible, qui a des répercussions énormes sur la société occidentale, qui se plaint d'avoir une démographie catastrophique. Et là, alors, si vous additionnez le nombre d'êtres humains en devenir que l'on a jetés, effectivement, c'est inquiétant et ça nous pose un problème, d'abord économique, social, et ça nous pose aussi un problème par rapport à un souci majeur que nous avons, c'est la démographie galopante dans le monde islamique en contrepartie, qui évidemment, par ce déséquilibrage-là, peut prendre un ascendant certain sur les sociétés occidentales. Nous sommes actuellement, si je prends la ceinture eurasiatique, 900 millions d'individus. L'islam est actuellement à 1,2 milliard. Si on extrapole et que l'on prolonge la situation sur les 10 à 20 ans, et nous pouvons plus ou moins définir que dans 20 ans, eux seront 2,4 milliards, ils auront doublé, et nous resterons à 900 millions, avec immigration incluse. Donc ça crée un déséquilibre démographique énorme. Ça, c'est une des raisons qui me tient à cœur. Bien, bah écoute, je suis ravie de débattre avec toi, Oscar, parce que ça prouve bien que par-delà on va dire, nos alliances contre l'islam, pour une certaine idée de l'homme, etc., on peut avoir des divergences profondes et que ça ne nous empêche pas de lutter par ailleurs. Mais en même temps, on ne fera pas un gouvernement ensemble. Voilà, les choses sont claires. Alors, d'abord, je ne suis pas d'accord. Le sujet du débat, ce n'est pas pour ou contre l'avortement, parce que ça serait complètement absurde. Être pour ou contre l'avortement, ça ne veut rien dire. Le sujet du débat, c'est être pour la liberté des femmes à interrompre ou pas une grossesse. Parce que le problème fondamental, c'est celui-là. Moi, j'entends le point de vue, je suis contre la peine de mort, je suis pour la vie, mais tout le monde est pour la vie, tout le monde est contre la peine de mort, en gros, etc. C'est une banalité, finalement, de le dire. Par contre, j'ai un peu l'impression d'être dans le monde des cuicuis, les petits oiseaux, hein, c'est-à-dire qu'on a une idée et puis on veut l'appliquer. Or, la réalité, c'est pas celle-ci. La réalité, c'est qu'il y a effectivement plus de 200 000 personnes qui avortent. Ces 200 000 personnes, elles existaient avant la loi Veil en France, avant 1975, et c'était des avortements soit clandestins, soit quand les femmes en avaient les moyens, elles allaient avorter ailleurs. C'est-à-dire que le problème de fond n'est pas de dire on veut interdire ou pas l'avortement. Le problème, il est qu'on est face à des situations difficiles, tragiques la plupart du temps, qui font que les femmes n'ont pas d'autre solution que d'avorter. Et leur mettre sur le dos cette responsabilité énorme que tu as mise, alors ça, moi, ça me fait bondir, je trouve ça vraiment scandaleux, de dire c'est à cause des femmes qu'on va être bouffé par l'immigration musulmane, etc. Mais c'est monstrueux. Alors, je crois quand même que tu es plutôt contre le totalitarisme. Ta façon de dire me rappelle quand même tout à fait une forme de totalitarisme. C'est Hitler qui voulait régénérer la race aryenne en faisant pondre les femmes. C'est une Jeannette Vermeer-Torres qui, en 1956, ne voulait surtout pas de contrôle des naissances parce que ça allait être un instrument pour le pouvoir bourgeois, contre la classe ouvrière, qu'on allait empêcher de se reproduire, etc. C'est-à-dire qu'on met sur le dos des femmes toutes les responsabilités d'une société. Ça n'a absolument pas de sens. Nous sommes là, évidemment, face à une pesée d'intérêt. L'enfant est rejeté par sa mère.
qui, qu'on le veuille ou non, a dû à un certain moment être dans une situation où, à moins qu'elle ait été violée, hein, ce qui est un cas particulier où on peut évidemment voir la chose différemment. Mais sinon, bon, elle a quand même été consentante, et il y a là une vie qui naît dans son ventre. Ensuite, c'est une pesée d'intérêt. L'enfant est déjà rejeté par sa mère, on va le punir une deuxième fois, c'est-à-dire qu'on va le massacrer. Et c'est pas très beau à voir d'ailleurs quand ça se passe. Et on a créé un automatisme pour ça. C'est moi ce qui me gêne, c'est surtout l'automatisme. Que l'on invoque des situations de problématiques, hein, de détresse extrême qui existent réellement. Par exemple, si la vie de la mère est en danger, etc. Moi, tout ça, je suis d'accord, je ne suis pas dogmatique à ce niveau-là. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est l'automatisme. Parce que nous avons actuellement des moyens de contraception multiples. Il y a franchement moyen d'éviter à ce que ça se passe. Alors, je ne partage pas non plus la politique du pape qui parle de la contraception comme quelque chose de négatif. Je veux dire, ok, je vis dans le monde moderne, la contraception avec mon épouse dans notre couple aussi, on l'a utilisé à un certain moment, on a eu 3 enfants, on n'en veut pas plus, on a quand même cette liberté-là. Par contre, c'est aussi ces moyens de contraception qui évitent qu'on ait ensuite à tuer une vie, qu'on le veuille ou non, qui soit existante. Il y a d'autres moyens de gérer le problème. C'est-à-dire, une société qui en est amenée à l'extrémité de devoir automatiser la destruction de la vie systématique. Et c'est 200 000 en France, en Allemagne c'est beaucoup plus, c'est encore 3 à 400 000 par année. Si on additionne, ça fait des millions d'individus qui sont là, si on laisse se développer le fœtus, il devient un être humain. Donc c'est quand même dramatique pour une société qui, à ce point, avorte son futur. Donc, moi, la question que je me pose, c'est que peut faire la société pour éviter cela? Ce n'est pas une situation qui est inéluctable. Qu'est-ce qui fait qu'autant de femmes soient dans une telle détresse? Mettons que ces 200 000 en France soient dans une telle détresse, qu'elles soient forcées d'avorter. Qu'est-ce qui fait que la société ne puisse pas permettre à ces femmes de mettre dignement au monde un enfant? Et il y a des solutions de compensation, c'est-à-dire, plutôt que de punir cet enfant à naître de non-existence, une sorte de génocide hein, qu'on pratique sur lui, bah oui, c'est génocidaire, ces 200 000 individus, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas encore visibles que ça ne peut plus séparer. Oh, mais tu as comparé avant ma démarche à du totalitarisme. Moi, c'est pas ça. J'ai jamais vu de régime totalitaire défendre le droit à la vie. Je les ai toujours vus défendre le droit à la mort par multitude. Adolf Hitler, en tout cas, les Juifs, il les massacrait à haute dose. Hein, et c'est pas du tout mon propos. Moi, je défends la vie à tout prix. On pourrait imaginer renforcer très fortement, par exemple, le principe de l'adoption. On peut faire naître l'enfant sous X, on a une possibilité de déposer l'enfant de manière anonyme dans une... comment on appelle ça en fait, c'est une sorte de tiroir à bébé, quoi, où on peut déposer le bébé, ensuite il est pris en charge par la société. Donc au moins l'enfant, il naîtra, il pourra être adopté. On n'a pas tué cet enfant. La société, si elle est vraiment humaine, eh bien, elle veillera à ce que le droit du plus infime de ses représentants à la vie, le droit élémentaire, parce que tous les autres droits sont inutiles si on n'a pas accordé le droit d'abord d'être en vie. Et ce droit à la vie, pour moi, pour ce fait-là, il est sacré. Une société qui ne garantit plus le droit à la vie est une société qui se déshumanise. Donc c'est basique pour moi. Alors il y a d'autres moyens, il y a 36 000 moyens, on ne va pas demander à ces femmes nécessairement, si elles sont vraiment dans une situation de détresse absolue, d'éduquer cet enfant. Hein, je mets toujours de côté les cas les plus extrêmes qu'on doit prendre en compte, où un avortement est une nécessité, soit médicale, soit autre. Mais il y a quand même là un automatisme qui a été installé, une sorte de facilité. Ouah, allez, j'évacue. Et malheureusement, toutes les femmes, c'est pas le cas. Pour beaucoup de femmes, c'est des drames. Mais malheureusement, c'est devenu presque une sorte de normalité. Et j'ai beaucoup de peine avec ça, je dois dire. C'est quelque chose qui me révulse. Je ne peux pas me changer comme ça. Voilà, alors, beaucoup de choses. Je vais sûrement en oublier. D'abord, je reviens sur le côté totalitaire. Quand le code de la famille sous Pétain
condamne les avorteuses et ceux qui avortent à mort. Hein. La dernière condamnée à mort, c'est 1944 ou 43, je ne sais plus. C'est une avorteuse. Il y a quand même un code de la famille très fort qui justement interdit la contraception, interdit l'avortement, non pas au nom de la vie, mais au nom d'une idée de la femme, de la morale. C'est-à-dire que on interdit à la femme de disposer de son corps et on lui interdit la contraception et l'avortement parce que on a peur effectivement qu'elle l'utilise dans un esprit de dépravation, hein, pour imposer un ordre moral. Et ça, c'est quand même quelque chose de très grave qui est lié très souvent à la lutte contre l'avortement et qu'on retrouve dans la religion chrétienne. C'est une réalité à travers toute l'histoire, effectivement, de l'humanité. Ça me gêne énormément. Deuxièmement, les femmes sont quand même, qui avortent, ça n'a pas un plaisir. Moi, je défie qui que ce soit de dire j'ai avorté et c'était un plaisir et je l'ai fait par bonheur. Il y a qu'on puisse trouver à la marge 1% des cervelés qui confondent avortement et contraception, on peut le concevoir, ça peut se trouver, ça c'est clair. Et je pense que dans ce cas-là, à un moment donné, il faut avoir le courage de effectivement mettre le haut là, de dire non, de ligoter les trompes, de faire quelque chose. Je pense qu'à un moment donné, on peut arriver à quelque chose. L'immense majorité des femmes, il y a à peu près 27% des femmes qui tombent enceintes, c'est qu'elles n'avaient pas de contraception. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de relation et le hasard a fait qu'il y a eu une relation, même une gamine de 14 ans, qu'elle se retrouve enceinte après une relation unique. Je suis désolée, cet accident, il existe, c'est 1/3 des avortements. C'est énorme. Deuxième point, il y a des accidents de contraception avec la pilule, avec le stérilet, qui existent aussi. Et puis le troisième grand point sur la raison des avortements, c'est toutes ces femmes qui décident d'avoir un enfant avec un homme. L'homme est d'accord, et puis 2-3 mois après, l'homme a peur de ses responsabilités, il n'a plus envie de cet enfant, et il disparaît. Et la femme se retrouve dans une situation difficile. Et donc ça ce sont quand même, on ne peut pas stigmatiser, puisque le mot est à la mode, allons-y, les femmes, parce qu'elles avortent, alors qu'elles ne répondent qu'à des questions qui sont des questions dramatiques. D'autre part, leur interdire l'avortement, ça serait faire vraiment de la discrimination sociale épouvantable. Interdire l'avortement, ça veut dire que ces femmes qui se retrouvaient dans ces situations-là seraient obligées soit de recourir à des avorteuses, à des tricoteuses dans des conditions épouvantables, avec des risques épouvantables en France, et ce sont les plus pauvres, les plus démunis, tandis que les plus riches auraient toujours les moyens, ce qu'elles faisaient avant la loi Veil, d'aller avorter à l'étranger. C'est-à-dire que dire non à l'avortement, c'est dire oui à une inégalité sociale qui est absolument insupportable. Parce que de toute façon, ça se ferait quand même. Et c'est ça le principe de réalité. Alors tu parles effectivement de ce que tu aimerais, hein, le système d'abandon, etc. Je crois que quelque part tu mélanges deux choses. C'est-à-dire qu'au lieu de dire non à l'avortement, tu devrais militer pour qu'il y ait de moins en moins d'avortements. Par exemple, en Hollande, où il y a un système pro-avortement qui est très, très large, puisqu'on peut avorter jusqu'à 22 semaines, ce qui est énorme. C'est le taux d'avortement qui est le plus bas d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prévention énorme. Dès l'enfance, dès les gamins, dès le collège, ils enfilent des préservatifs sur des bananes. Il y a des pubs sur la sexualité, etc. Il y a vraiment un travail énorme qui est fait. Il se trouve que nous, avec notre héritage chrétien notamment, justement, il y a une peur de parler de la sexualité. Il y a effectivement un retour à une espèce d'ordre moral sous-jacent qui fait qu'on n'ose pas, on ne donne pas les informations, on laisse un certain nombre de choses dans l'ombre et on conduit inévitablement un certain nombre de gosses de 14-15 ans à se retrouver dans des situations inextricables. Alors, je vais peut-être arrêter là-dessus et revenir après sur ton histoire de aller jusqu'aux 9 mois et puis abandonner. Je pense que ça pose d'autres problèmes. Bon, d'abord, je n'ai jamais demandé, étant donné que je suis pour le droit à la vie et contre la mise à mort, dans tous les cas, je n'ai jamais demandé de condamner à mort des personnes qui ont avorté. C'est absolument loin de mon propos. Donc ça,
intellectuellement un peu malhonnête de suggérer cela et de me revenir avec Vichy. Je constate quand même... Tu parles de génocide. Les gens qui font des génocides, que pour moi, ce sont quand même des gens qui sont des criminels très, très lourds. Excuse-moi, il y a quelque chose qui va loin, là. Un génocide, c'est quand un certain nombre d'individus, un nombre très important d'individus sont systématiquement massacrés. Ça fait 200 000 chaque année en France. Donc, pour moi, c'est un holocauste invisible. Voilà. Donc, tu compares les mères à des nazis. C'est grave. J'ai pas dit que c'était... C'est toi qui utilises le terme. Je n'ai jamais utilisé ce terme. Je dis simplement que c'est génocide. Génocide. Une société qui élimine chaque année un tel nombre d'individus est pour moi génocidaire. Elle est même suicidaire. C'est pas la Et nos sociétés occidentales vont payer le prix de cette procédure. Ça, on va le payer. Parce que ces individus-là, c'était le ferment du futur. C'est eux qui construisent notre société. C'est eux qui représentent finalement l'espoir de la société occidentale de résister à toutes les contraintes, toutes les pressions qu'elle subit actuellement. Et ces individus ne seront pas là. On les a éradiqués. Les suites psychologiques sur les femmes. J'ai lu quelques textes là-dessus qui se penchent sur le problème. La plupart de ces femmes ont ensuite des graves dépressions, ont des problèmes, des troubles psychologiques graves. C'est quelque chose qui laisse des traces, un sentiment de culpabilité, plus que diffus. Donc leur vie, quelque part, à partir de ce moment-là, elle bascule. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose d'harmonieux pour un individu. Faut-il fuir la réalité ou l'assumer? En tout cas, je sais que la plupart de ces femmes, si l'enfant arrive à terme, au moment où elles le tiennent en main et qu'elles devraient le lâcher pour l'adoption, la plupart décident à ce moment-là de le garder. Et c'est marrant, tout à coup, ça va quand même. Parce que la vie est là, parce que c'est leur enfant, chair de leur chair, et parce qu'il y a un lien incroyable entre la mère et l'enfant qu'on est en train de détruire en systématisant l'avortement. Mais c'est une belle histoire, la maternité. Un nouvel enfant dans ce monde, c'est toute l'humanité qui se réinvente à chaque fois. C'est extraordinaire, c'est la chose la plus belle qui soit au monde. J'ai vécu ça 3 fois avec mon épouse. Moi aussi. Et j'en suis très satisfait, et je n'aurais jamais voulu... J'imagine maintenant que un ou deux de ces enfants ne soient pas là, parce que simplement on l'a jeté aux toilettes. Ça, franchement, je trouve que c'est vraiment détruire ce qu'il y a de plus beau dans la vie humaine, finalement. C'est regrettable. Les enfants, finalement, c'est aussi quelque chose qui nous éduque. Avoir un enfant, c'est aussi grandir avec lui, c'est évoluer avec lui malgré les difficultés. C'est pas facile d'avoir des enfants. Même pour un couple dit normal, dans une situation dite normale, c'est pas évident. C'est une monstre responsabilité. Beaucoup de gens ne veulent plus prendre ce genre de responsabilité. Mais une société qui ne fait plus d'enfants ou qui les évacue est une société qui dégénère quelque part lentement, hein, parce qu'on s'aperçoit de cela d'ailleurs dans nos sociétés occidentales vieillissantes actuelles. Par rapport au fait que certaines femmes se retrouveraient avec un enfant tout seul, alors là, permettez-moi, maintenant avec la libération des femmes depuis mai 68, faire un bébé toute seule, il y a même une chanson là-dessus, c'est devenu quelque chose de très... moderne, beaucoup de femmes décident justement de se faire cadre supérieur, c'est facile. Enfin, c'est plus du tout comparable à la fille mère du 19e siècle qui subissait effectivement une très grande sanction sociale, était rejetée, etc., etc. Donc c'est vrai, je reconnais qu'il y a là un passé tout sauf glorieux pour nos sociétés. Mais actuellement, on n'y est plus dans cette société-là. Il y a, je ne pense pas, qu'une femme qui a un bébé qui s'occupe de l'enfant toute seule soit laissée pour compte. En tous les cas, en Suisse, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas comment c'est en France, mais pour nous, l'État, à ce niveau-là, quand même, fait ce qu'il faut pour qu'une vie digne soit possible. Et sait-on jamais, peut-être que c'est un nouveau Mozart qui voit le jour et qui nous gratifiera de plus belles symphonies, etc. Donc, se priver de cette possibilité-là me semblerait quand même... très regrettable. Alors, les femmes, ce qui me pose évidemment beaucoup de problèmes dans ce que tu dis, c'est que lorsque tu compares les femmes effectivement à des criminels, c'est-à-dire que tu mets sur le même plan la petite racaille qui tue une grand-mère et la femme qui, parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle n'a pas envie, parce que là on peut aussi défendre cette idée, se retrouve enceinte et a changé d'avis. Et ça, je trouve que c'est quand même une perversion des valeurs et des repères qui est tout à fait dommageable. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. On n'a pas tous les éléments
qui se valent, c'est pas possible. Et puis dire qu'à cause de l'avortement, la France se dépeuple, c'est un argument qui ne tient pas, tout simplement parce qu'il y a toujours eu énormément d'avortements. Que les avortements soient autorisés ou pas, ça n'a jamais rien changé. Le problème, ce n'est pas de lutter contre l'avortement, qui est un combat vain de toute façon, parce qu'il y a un principe de réalité. Le problème, c'est de mettre en place une politique nataliste, tout simplement, avec des encouragements pour l'argent, pour la garde, des systèmes de garde, des crèches, des assistantes maternelles. Il s'agit de faire que la femme, elle ait le choix entre travailler, s'occuper de ses enfants, et pas qu'elle soit prise à la gorge et coincée et enquiquinée. Là, je crois que, encore une fois, c'est un autre problème. Ça ne change rien. De la prévention, d'une politique nataliste, ça permet effectivement de résoudre les solutions. Et pas de taper sur les pauvres filles qui, et tu l'as dit très bien, sont perturbées parce que ça n'est pas un acte anodin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de leur enfoncer la tête sous l'eau encore plus. C'est déjà suffisamment difficile. Non, mais si elles n'ont pas avorté, elles n'ont pas cette perturbation psychologique. Elles peuvent très bien ne pas avoir avorté et rater complètement leur vie, se retrouver dans des situations dépressives parce qu'elles ont un enfant qu'elles ne sont pas capables d'assumer. Il y a des tas de gens qui font des enfants qui ne sont pas capables d'assumer, et on retrouve les gosses qui sont eux-mêmes torturés, martyrisés, battus, abandonnés. C'est pas un hasard. Moi, je préfère que cet enfant n'existe pas plutôt qu'il ait à subir une enfance terrible. Et ça, c'est quand même quelque chose de très grave, de très important. Un enfant non désiré est un enfant susceptible d'être beaucoup plus malmené, voire maltraité qu'un autre. Au nom de quoi on va prendre ce risque? Ça n'a pas de sens. Et puis, alors je ne sais plus, je n'ai pas noté dans tout ce que tu as dit, il m'en manque sûrement dans tout ce que tu as dit. À quoi je devais répondre? Rappelle-moi, je ne sais plus. Au bout de 9 mois de récupérer l'enfant, ça te choquait aussi? Oui, voilà. Tout simplement parce que moi aussi, j'ai eu 3 enfants, j'ai adoré ça. J'ai adoré avoir mes enfants, je trouve que c'est une expérience géniale. Mais c'est une expérience géniale quand tu en as envie, tu es prêt. Tu as les moyens financiers et puis tu as aussi peut-être l'environnement qui te le permet. Quand tu es une jeune qui vit dans une famille qui est très rigoriste et qui te met à la porte parce que tu as un enfant, parce que tu n'as pas suivi le schéma naturel, ça existe encore et ça existe notamment dans un certain nombre de familles musulmanes, on le sait, c'est une réalité. Entre tuer l'enfant à la naissance pour ne pas se faire exclure et puis le tuer alors que c'est un fœtus qui n'a encore pas le concept de conscience, etc., je trouve qu'il ne faut pas prendre le risque. Il vaut mieux effectivement faire disparaître le problème au départ, avant qu'on ait un enfant avec une conscience, avec effectivement une souffrance réelle, sentie, qui aille jusqu'au bout. Parce que je trouve aussi très difficile, moi, le fait de porter un enfant pendant 9 mois, contrainte et forcée en disant bon, je n'ai pas le droit d'avorter, c'est pas bien, il faut pas, je vais avorter. Et une fois qu'on a cet enfant, effectivement, s'en débarrasser, mais c'est une souffrance épouvantable. C'est une souffrance épouvantable et en même temps, on n'a pas le choix. Alors, sauver une vie est une souffrance. Entre être écartelé, quand on a le sentiment, mais j'ai l'impression que tu ne connais pas suffisamment, je crois, le quotidien des classes populaires, des gens qui ont des difficultés. Moi, je vais aller plus loin, c'est vrai que remonter 50 ans en arrière, moi je suis la fille d'une fille-mère, mon père voulait que ma mère avorte, elle a refusé, elle a été bête de refuser parce qu'elle a raté sa vie à cause de ça. Elle a été heureuse de m'avoir, elle a cru qu'effectivement ça allait lui apporter quelque chose, du coup elle est complètement passée à côté de sa vie à cause de ça. Parce que du coup elle s'est complètement tuée au travail pour m'élever, elle a refusé même d'avoir une vie amoureuse pour se consacrer à, parce qu'il y a une espèce de culpabilité, etc. Je ne vois pas pourquoi effectivement une femme n'aurait pas le choix. Alors après elle a fait le choix, pas jusqu'au bout, mais il n'empêche que il y a des choix qui sont terribles. Entre la vie d'une femme qui existe, qui est là, qui a un passé, qui a un avenir possible, et celui d'un fœtus qui n'existe pas encore, que ta croyance te fasse que pour toi il a une vie, etc.,
c'est une chose, mais après tu l'imposes à toi-même, que toi tu sois contre l'avortement pour toi parce que tu considères que le fœtus, il a une conscience, etc. C'est ton droit. Que tu fasses une bataille pour interdire à ceux qui n'ont pas la même croyance, parce qu'on n'a aucune preuve. On est avec, comme dans l'histoire de Dieu, etc. On n'a pas de preuve de quoi que ce soit. Donc là, on est simplement sur une espèce d'exigence d'imposer aux autres le respect d'une croyance qui est personnelle. Au nom de quoi? C'est gravissime. La vie n'est pas une croyance, la vie est un fait. Soit une chose est vivante, animal, être humain, plante, soit elle est vivante, soit elle ne l'est pas. Ce n'est pas une croyance. Un enfant qui vit est un fait avéré. Un enfant qui est mort et qu'on a éradiqué, c'est un enfant mort. C'est pas une question de croyance, c'est un fait réel. Je n'ai pas dit que les femmes qui avortaient étaient des criminels, j'ai dit que la société qui instaure un système d'automatisme génocidaire de ce type-là est criminel. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'état de droit bafoue son principe fondamental. Quel est le principe fondamental d'un état de droit par rapport à un état totalitaire de type fasciste ou communiste ou islamiste, je ne sais quoi? C'est que la vie n'est pas à disposition. Les droits à la vie individuelle ne sont pas à disposition de l'État. L'État ne peut pas, au nom d'un intérêt politique supérieur, d'un intérêt de l'État supérieur, décider que quelqu'un doit mourir. Il y a la situation d'exception en cas de guerre où on défend sa patrie, etc. Ça, c'est autre chose, mais sinon, ta vie, ma vie, dans un état de droit, elle a droit à la protection maximale. C'est c'est le premier devoir régalien d'un État, c'est de garantir ce droit-là. Et là, alors, la société elle-même a instauré un mécanisme qui leur met en question fondamentalement, et pas seulement pour un ou deux individus, mais pour des centaines de milliers d'individus. Il y a évidemment une pesée d'intérêt entre deux droits qui se confrontent. Il y a le droit à la vie de cet enfant à naître, qui est une personne juridique quelque part. On accorde quand même au fœtus certains droits juridiques. Donc ce n'est pas un vide complet à ce niveau-là. Et il y a le droit de la femme à l'autodétermination de son corps, en disant « mon corps m'appartient, je décide de mon corps ». Vous voyez, il y a un problème. C'est que ce qui naît dans le corps de la femme est une entité qui est indépendante à un certain moment de la femme. Elle a besoin dans un premier temps pour voir le jour, pour naître, de cet amour maternel qui l'enveloppe physiquement aussi, et ensuite c'est quelqu'un de parfaitement autonome, qui va exister pour soi. Donc c'est la pesée d'intérêt là qui pose problème. Est-ce que le droit de la femme à l'autodétermination concernant son corps va jusqu'à tuer cette autre entité qui a également des droits? Moi je prétends que non. Enfin, j'arrive à comprendre que d'autres personnes prétendent oui. Moi, je ne jette pas l'anathème, je dis simplement que sur les faits, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et alors, le sommet de l'argumentation qui vient de m'être annoncé, non mais ça c'est absolument extraordinaire. L'enfant, il faut le tuer. Et pourquoi? Parce qu'il pourrait être malheureux. Non mais c'est absolument incroyable. On n'en sait foutre rien de ce que sera la vie de cet enfant. Qu'est-ce qui sera vraiment malheureux? On n'en sait rien. C'est une absolue hypothèse. Mais il pourrait, vu que la situation de la demoiselle ou de la femme, elle n'est pas très positive, par extrapolation, cet enfant, il ne sera pas très heureux. Eh bien alors, je pense que Charles Dickens, il aurait dû être avorté, parce que l'enfance qu'il a vécue, et puis j'en prends d'autres. Alors, dans les arts et les lettres, dans la musique, vous éliminez la moitié des génies qui nous ont laissé des chefs-d'œuvre inoubliables, simplement parce qu'on se dit, non, il va vivre une enfance malheureuse. Une enfance malheureuse, ça peut être aussi le ferment d'une grande carrière culturelle, artistique, etc. Nous n'avons pas le droit, en vue d'une hypothétique problématique future, de dire, pour éliminer la probabilité d'une telle chose, réglons le problème, on tue, on coupe. Alors, je trouve là quand même un peu léger comme argumentation. Et puis ensuite, la fameuse question, donc j'ai bien compris, tu parlais de ta mère. Et tu dis, elle a raté sa vie. Oui, c'est une réalité. Non, attendez, la réussite de la vie de ta mère est assise en face de moi. Non. Tu es sa réussite. Un Et si enfant pour n'est pas elle, la la vie réussie, ça avait été Christine, qui devient un être humain, en plein, qui devient une femme épanouie, qui a 3 enfants à son tour, qui continue cet incroyable miracle de la vie, et si c'était ça vraiment la réussite de sa vie,
Et toi, tu dis que ta mère, elle a raté sa vie à cause de toi parce qu'elle t'a pas avorté. Non, mais je suis dans l'aberration, là, la plus totale. C'est terrifiant ce que tu dis là. Mais il y a des gens qui réussissent ou ratent leur vie par rapport à leurs propres valeurs. Tu ne peux pas juger. Peut-être que pour ta mère, ta maman, c'était ça, l'accomplissement de son existence. Qu'est-ce que t'en sais? Et qu'est-ce qu'il y a de plus bon finalement? Je crois que je suis bien placée pour le savoir mieux que toi. Donc elle aurait été frustrée par la suite en te disant j'aurais finalement dû t'avorter. Elle ne l'a jamais dit, mais c'est une femme qui n'a jamais été heureuse, qui a raté sa vie, et elle a raté sa vie parce que elle a commencé à l'envers. Elle a commencé avec un handicap qui était moi, à un moment donné où elle n'avait pas les moyens d'eux, où elle aurait jamais dû avoir un enfant, au moment où elle était bonne à tout faire, et elle avait rien. Du coup, elle s'est mise dans des situations épouvantables pour m'élever. Et ça l'a emmenée toute sa vie à être sous antidépresseur, en dépression totale, et toujours pas bien, etc. Enfin, c'est une réalité. Et je ne vois pas qui je serais moi pour décider que je suis la réussite de ma mère. C'est absurde. On ne réussit pas par ses enfants, on réussit par ce qu'on donne, parce qu'on fait de sa propre vie, parce que l'on est. Qu'on soit heureux d'avoir des enfants, qui soient ceci, qui soient cela, c'est une chose. Mais c'est pas ça qu'on mesure la réussite. Là où je reviendrai, c'est sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur ce qu'est un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas celui qui protège la vie. Un état de droit, c'est celui qui permet à tout être, effectivement, de se réaliser. Et un état de droit a pour fonction de permettre aux femmes de ne pas être l'esclave de leur naissance comme femme. Alors, je ne suis pas féministe. Je ne sais pas ce que c'est qu'être féministe. Moi, je suis une républicaine. Je suis républicaine, et parce que je suis républicaine, je veux que la femme et l'homme aient des droits, l'égalité en droit. Et à ce titre, je considère que la femme doit avoir le droit à l'avortement comme une possibilité dans ses choix, parce que c'est sa vie à elle qui va être prise en jeu, c'est son corps qui est pris en jeu. Je considère, quant à moi, on ne tue pas un enfant, ou alors moi je considère que puisque j'ai porté un stérilet toute ma vie, j'ai sûrement tué des dizaines d'enfants sans le savoir. Je ne me considère absolument pas comme un assassin, puisque j'ai empêché l'annihilation de trucs, etc. Bref, un enfant naît, à un moment donné, il commence le jour de sa naissance. Je suis désolée, c'est à la naissance qu'il commence à y avoir un être. Que tu es un enfant et que, quand il a 1 heure, tu l'assassines, tu es un assassin. Avant, il n'est pas un être humain, il n'est pas né, il n'a pas de conscience, il n'a pas de vie. Et ça, c'est absolument, je trouve, épouvantable de faire culpabiliser les femmes en leur faisant croire qu'elles sont des assassins sur quelque chose qui relève, je maintiens, d'une croyance qui n'a aucun fondement scientifique, aucun fondement juridique. Eh bien là, je finis juste ça, voilà. Je répondrai à la chose suivante. Ça dépend de la conception qu'on a de la vie, mais pour ce que j'en sais, la vie est faite, qu'on le veuille ou non, de souffrances et de difficultés, à plus ou moins grande échelle. Mais c'est inévitable. Il y a un moment, la maladie nous guette, que ce soit un cancer, que ce soit des problèmes cardiaques, j'en sais quelque chose, il y a différentes difficultés qui apparaissent, il y a des souffrances, il y a des problèmes. La vie est faite de problèmes, je crois, depuis le départ. Et puis ensuite, c'est simplement, on ne peut pas déterminer nécessairement tout ce qui nous arrive, ça c'est vrai. Par contre, on peut déterminer la réponse qu'on donne à ce qui nous arrive. On peut désespérer, on peut être détruit par le coup du sort qu'on subit, ou bien on peut l'utiliser pour grandir. Je crois que c'est ça l'enjeu. Donc, je ne peux pas éviter de faire basculer par une bagnole, de devenir paraplégique, mais après je peux quand même déterminer ce que j'en fais. Est-ce que je me suicide parce que j'estime que ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue, ou est-ce que j'utilise ça pour développer autre chose, pour grandir, face à l'épreuve. C'est le grand choix auquel tout être humain est opposé. Et une vie réussie n'est pas simplement une vie où j'ai éliminé toutes ces difficultés. Essayez au préalable de me prémunir de tout problème. C'est ce genre de vie aseptisée où on ne laisse même pas les problèmes apparaître, évidemment avec ça on n'a pas besoin de grandir dans la gestion de cette problématique.
plus on a de l'argent, moins on a de problèmes. On s'aperçoit d'ailleurs que le taux de suicide chez les gens très nantis est élevé. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils n'ont jamais fait leurs dents sur des problèmes, ils désespèrent encore plus sérieusement que le simple travailleur qui tous les matins part à la mine. Hein. Donc il n'y a pas de cause à effet. Je m'aperçois que par exemple en situation de guerre et de détresse absolue due à ce fait-là, le taux de suicide est très bas. Le taux de suicide est très grand dans des sociétés très riches où le bien-être est très fort. Pour ce qui est de l'état de droit, donc l'état de droit, c'est celui qui doit garantir aux êtres humains la possibilité de se réaliser. Ah oui, un être mort, lui, ne se réalisera plus. Donc, il sait jamais réaliser. L'état de droit ne garantit pas, en tous les cas, à l'enfant à naître la possibilité de se réaliser. Ça, selon ta définition, là, alors, ostensiblement, il contrevient à ce droit. Il garantit à la femme la possibilité de se réaliser très partiellement par rapport à ce problème-là, mais le fœtus, lui, on lui enlève toute possibilité, à tout jamais, d'avoir la moindre chance de réaliser quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Pour le stérilet, là, c'est pas tout à fait correct comme argument, parce que le stérilet, c'est autre chose. La fécondation n'a pas lieu. On évite que... non, c'est pas vrai. Non, tu empêches avec le stérilet la nidation de l'œuf, qui est déjà fécondé. Oui, mais il ne peut pas... Bon, d'accord. Je peux aller jusqu'à accepter encore ce genre d'éléments, parce que c'est un élément contraceptif. Je suis choquée, Oscar, mais franchement, je ne te croyais pas comme ça. Je peux encore discuter du stérilet, je ne suis pas du tout dogmatique, mais ce qui me gêne, moi, c'est l'automatisme de la chose. C'est ce droit à détruire la vie, et puis ensuite, on me dit que l'enfant dans le ventre, c'est presque, je sais pas moi, c'est du no-life, on appellerait ça dans le langage des jeunes modernes. Il n'a pas de vie, en fait, il n'a pas de conscience. Ah bon, c'est marrant parce qu'il y a de plus en plus maintenant de livres qui paraissent. Il faut dire qu'il faut lui faire écouter du Mozart. Il sent les caresses sur le ventre. Il perçoit tout cela, donc il y a une sensibilité là. Et on dit même que cette vie intra-utérine va déterminer grandement aussi son développement ultérieur. Donc il faut lui faire écouter du Mozart, lui caresser, il faut lui parler, etc. Puis là, on vient me dire non, il n'a pas de vie, etc. On ne le voit pas, donc il n'existe pas. C'est qu'au moment où il apparaît au grand jour, il y a même la situation la plus absurde. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, il n'a pas de conscience. La situation la plus absurde, ça a été celle de ce fameux médecin allemand qui pratique un avortement. L'enfant, donc on l'injecte un poison avec une seringue pour tuer l'enfant dans le ventre de sa mère, et puis l'enfant sort, est évacué. Manque de chance, il est toujours vivant. Le médecin l'étouffe sur la table d'opération. Il a été condamné pour homicide. C'est le même fœtus. S'il avait réussi à le tuer quelques secondes avant, quand il était dans le ventre, il n'était pas un criminel. Dès le moment où il l'étouffe sur la table d'opération, le même fœtus, à quelques secondes d'intervalle, il est un criminel. Eh bien moi, là j'ai de la peine. Vous voyez, c'est à ce genre d'absurdité qu'on est soudain confronté. Parce qu'il est tout à coup visible, il devient existant, tant qu'il est invisible, mais c'est le même fœtus. Alors, voilà, c'est tout ce qui me reste à dire sur ce sujet. C'est le résumé, si on veut, de cette problématique, de cette pratique que j'estime quand même particulièrement barbare. Désolé. Alors, Oscar, à 5 minutes d'avance, est-ce que... Oui, moi je m'arrête là. Hein. Pour moi, c'est bon. Je vais juste répondre. Mais elle a encore 5 minutes. Prends ton temps. Non, mais il n'y a pas de souci. Puisque tu as la chance d'être toujours en vie, utilise cette chance. C'est vrai, mais c'est une chance. Je trouve que la vie est une chance extraordinaire. Contrairement à ce que tu crois, je considère que la vie est une chance, que les difficultés c'est une chance, etc. Ce pourquoi je me bats, c'est que chacun ait la liberté de choisir cette chance, de choisir la vie qu'il veut. Et il se trouve que abolir la loi Veil en France, ça serait une faute parce que ça remettrait en question l'égalité républicaine, vraiment. Et tout simplement parce que la femme, à partir du moment où on veut l'égalité, le rôle de la société, c'est de permettre finalement de compenser des inégalités naturelles, entre guillemets. Alors, l'homme et la femme sont différents, mais l'homme n'a jamais ce souci-là. Je veux dire, c'est un peu facile. C'est un peu facile de dire la femme doit pas avorter, elle doit se battre, etc. Seulement, l'homme, il n'a jamais
ce souci-là. Et donc le rôle de la société, c'est Juste une question. justement... Et si le père, il serait d'accord de reprendre l'enfant? Si le père, qui est le géniteur de cet enfant, dit à cette femme, écoute, tu vas avorter, mais je suis d'accord de prendre cet enfant à charge. On peut supposer qu'il n'y aurait pas de souci. On peut supposer. Non mais selon le droit qui est accordé à la femme, elle a le droit d'avorter malgré tout. Lui, il n'a aucune chance d'infléchir ça, on est d'accord. Je crois que au niveau du droit, oui, encore, je ne sais pas. Moi, sur le principe, ça me semblerait normal, à partir du moment où l'enfant a été conçu par les deux volontés, etc. On est d'accord. Voilà. Mais il n'empêche que la loi, elle permet justement de compenser une inégalité naturelle pour arriver à une égalité de droit. À savoir que, comme un homme peut choisir ou pas d'avoir un enfant, une femme doit pouvoir choisir d'avoir ou pas un enfant. Si on peut éviter l'avortement, mais évidemment, 1000 fois oui, 100 000 fois oui. Je vais même te le dire en confidence, que moi qui me bats pour que les femmes aient le droit à l'avortement, j'aurais jamais avorté moi-même. Simplement parce que j'adore avoir des enfants, parce que j'aime la vie, parce que j'aime ce sentiment-là. Mais c'est mon choix à moi, Christine Tazin, et je ne me permettrai pas du tout de dire que une telle qui a telle vie, tel choix, tel parcours, elle doit faire la même chose que moi. Je trouve ça totalement, dictatorial quelque part, et c'est empêcher vraiment un droit, un choix fondamental. Voilà, je m'arrêterai là. Bien, messieurs, dames, merci.